Le grand dossier, c'est parti. Regardez ces images juste des derniers mois. La France qui brûle. Jamais notre pays n'a été autant frappé par des incendies dans une période aussi courte. La France qui connaît sa 3e plus grande vague de chaleur jamais enregistrée. Plus une région aujourd'hui dans notre pays n'est épargnée. 44 000 hectares sont déjà partis en fumée. Nous sommes que le 23 juillet. Des dizaines de milliers d'habitants sont évacués. Comme en ce moment même en Gironde, sur le bassin d'Arcachon où les incendies ont repris. Un phénomène qui devrait encore s'accentuer, des feux qui arriveront de plus en plus tôt et dureront sur des périodes de plus en plus longues. Comment expliquer cette situation? Peut-on lutter contre? Comment adapter nos moyens de lutte contre les incendies? Est-ce seulement possible quand on voit la situation? Canicule, sécheresse extrême et manque d'eau. Comment apprendre à vivre avec ce dérèglement climatique? Aujourd'hui, c'est tout un modèle, notre modèle qu'il faut repenser. De nos habitats à nos habitudes, le concept de réfugié climatique. Vous en souvenez? Il est en général confus, il est lointain. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Il est concret, c'est nous qui le vivons avec cette situation dans notre pays. Commençons d'abord par partir sur le bassin d'Arcachon, au milieu des brasiers, d'hectares dévastés et de populations déplacées. Vous avez pu constater que le vent s'est levé avec un changement de direction. Et ça prend de l'intensité et surtout ça nous prend des hommes. Alors que nous, l'enjeu, c'est d'être à l'avant et d'arrêter la progression du feu. Hop. Parce que les maisons sont juste derrière là. Et la gendarmerie nationale, nous vous prions d'évacuer vos logements pour des raisons de sécurité. Ça peut toujours reprendre en hauteur et repartir. Il y a des maisons, on a juste à côté. Donc on essaye de protéger un peu les maisons. Et nous retrouvons tout de suite le maire d'Arès. Bonjour, merci Xavier Darey d'être avec nous. Situation très compliquée. Tout à l'heure avec nos équipes, nous étions à Lège-Cap-Ferret et on voyait ces images. Et derrière vous, on les voit, ces colonnes de fumée et ce ciel noir qui s'assombrit. Quelle est la situation là où vous vous trouvez ? Alors la situation, là je suis pour le coup au PC de Lège puisqu'on est venu donner un coup de main sur le PC de Lège tout en observant ce qui se passe ou ce qui risque de se passer sur la commune d'Arès. Donc aujourd'hui, on le voit derrière moi, ces fumées sont très prégnantes et se renforcent. Donc l'inquiétude est toujours présente et toujours prégnante sur le territoire et nous sommes toujours aux côtés de la mairie de Lège-Cap-Ferret, donc notre voisine qui est la commune qui est actuellement touchée, d'abord pour témoigner de notre solidarité, mais aussi apporter notre soutien technique et surtout notre soutien technique aux forces opérationnelles, que ce soit la force de gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. Nous sommes à leur côté, nous veillons à leur sécurité, mais aussi à leur confort, puisque nous avons pris en charge la logistique alimentaire de tous les sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui sur la commune de Lège-Cap-Ferret. Monsieur le maire, est-ce que cette situation, tout à l'heure la préfète le disait, elle n'est pas sous contrôle. Les incendies sont pour le moment maîtrisés, mais restent tout à fait actifs. Et puis on le voyait également sur les images de nos envoyés spéciaux, il y a ce vent tourbillonnant. Est-ce que vous redoutez cette fin de journée, peut-être une grande partie de la nuit, comme la nuit dernière d'ailleurs ? Oui, effectivement, on sait très bien que les supports aériens ne pourront pas voler toute la nuit et que il faudra faire confiance. Et on a totalement confiance aux hommes à terre. Par contre, cet appui aérien qui est malgré tout utile ne sera plus présent. Alors oui, on redoute bien évidemment la nuit et on redoute d'autant plus que la nuit que aujourd'hui les sapeurs-pompiers ont fait toute une journée entière de lutte contre le feu, même s'ils arrivent à se relayer, mais peu, et ils commencent à être épuisés, et c'est là où toute la vigilance doit être présente afin de ne pas causer de dommages aux femmes et aux hommes qui sont sur le terrain. Comment vous les aidez, monsieur le maire? C'est important d'avoir une pensée, notamment à ces 3 sapeurs-pompiers qui, dans différentes régions, ont perdu la vie depuis le début de cette vague d'incendie. Comment vous pouvez les aider? Comment vous pouvez être proche d'eux pour qu'ils continuent ce travail qui risque de durer peut-être encore toute la nuit?
Alors nous sommes proches d'eux d'abord par le cœur, mais le cœur ne suffit pas. Il faut aussi savoir garder raison. Donc nous sommes là matériellement, logistiquement derrière eux. Eux, ce sont les techniciens qui sont en première ligne, et nous derrière nous leur apportons tout ce soutien indispensable, simplement d'eau. Effectivement, alors ils en balancent beaucoup sur le feu, mais il faut aussi qu'ils puissent s'hydrater. Donc nous sommes là pour leur apporter l'eau, la nourriture et aussi ce sourire qui est si indispensable dans notre société et qui fait que on repart encore plus vaillamment au combat quel combat contre le feu. Monsieur le maire, petite question et petite pensée également pour les habitants, vos voisins du Cap Ferret. On le voit avec cet incendie et notamment peut-être les dizaines de milliers, 50 ou 60 000 personnes. Nous sommes en pleine période de vacances qui pourraient rester bloquées. Je sais que dans la région, dans toutes ces communes, il y a un élan de solidarité si jamais ils se trouvaient piégés. Vous vous appelez beaucoup, vous êtes en concertation avec les autres élus pour, si jamais les choses devenaient très compliquées pour les habitants du Cap Ferret, il puisse y avoir tout un élan de solidarité pour pouvoir aller les chercher? Cet élan de solidarité est très, 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 très fort. Oui, bien évidemment, nous sommes en contact permanent. Je viens d'avoir la maire d'Audange. J'ai eu l'ensemble des maires de la Cauban afin de protéger mon collègue de l'Èche-Cap-Ferret qui, lui, est en première ligne. Oui, bien sûr, nous serons là, nous répondrons présents. Nous sommes solidaires, totalement solidaires. Nous sommes un territoire, le bassin d'Arcachon est un territoire un peu à part, mais avec un caractère très fort. Et nous allons effectivement nous épauler pour franchir cet obstacle. Nous allons devoir le faire pendant la lutte contre le feu, mais nous le ferons derrière également pour reconstruire cette végétation, reconstruire cette forêt qui nous est si indispensable. Juste une toute petite question, parce qu'on y viendra dans cette émission, la place de l'homme par rapport à la nature, la place de la nature par rapport à l'homme. Est-ce que il y a eu ces incendies terribles de 2022? Est-ce que il va y avoir des enseignements, cette fois-ci concrets, qui vont être tirés? Parfois, l'homme ne doit pas se trouver là où il se trouve. Mais vous savez, effectivement, vous avez totalement raison. Moi, j'ai fermé ma forêt, ça fait maintenant plus d'une semaine. Il y a quelques jours, j'ai eu un incendiaire qui a mis le feu à ma forêt, donc certes petit, 2,5 hectares, mais malgré tout, malgré les interdictions, l'homme arrive à passer. On ne peut pas non plus en faire une réserve d'Indiens. La forêt fait partie aussi de notre territoire. Par contre, c'est la raison. Sachons garder raison, sachons effectivement dire que l'homme aussi peut être nocif. Donc il faut qu'il continue, il faut que ça fait partie de notre environnement, mais il faut appeler à la raison d'abord contre tous les risques que l'on peut causer de façon volontaire ou involontaire. Un mégot jeté par la fenêtre, on en voit encore trop longtemps, et là j'en appelle vraiment à la solidarité, à la vigilance de tout un chacun. On ne jette pas son mégot par la fenêtre. Et là, on sera intransigeant. Monsieur le procureur de la République a dit tout à l'heure que effectivement, il sera intransigeant envers les incendiaires. Nous serons également intransigeants envers les inconscients. Les inconscients, on ne jette pas un mégot par la fenêtre de son véhicule quand on roule. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le maire. On écoutera d'ailleurs le procureur de la République de Bordeaux, durcissement des sanctions et des peines encourues pour celles et ceux qui seraient pris en train de mettre le feu, que ce soit d'ailleurs intentionnel ou que ce ne le soit pas. Merci Louis Bodin de nous avoir rejoints. On va parler de cette météo très très particulière sur le bassin d'Arcachon. On sera dans le Var également, parce que la situation est de plus en plus tendue, avec un acteur commun, et il a son importance, le vent. Je voudrais qu'on retrouve Valentin Valette et Mélie Bernier, à qui nous devons ces images. Valentin, important dispositif de sécurité autour de vous, et puis toujours ces fumées qui s'échappent, toujours ces incendies qui gagnent du terrain.
Oui, vous le voyez, ces fumées au loin qui sont très noires, qui sont très vives. Le feu est très virulent ici aux abords de Lège Cap Ferré. Ici à l'hôtel de ville, beaucoup de forces de l'ordre, des gendarmes comme vous pouvez le voir à gauche, ou encore des pompiers. On a assisté il y a quelques instants à un rechargement de 2 camions-citernes de 3500 litres. Ils se sont branchés au niveau de la borne incendie pour pouvoir récupérer. Ils m'ont expliqué qu'en fait depuis le début de la journée, ils n'arrêtent pas. Ces 2 camions pompiers à gauche que vous pouvez voir viennent du Calvados. Ils sont arrivés il y a 24 heures et ils m'ont expliqué qu'ils n'arrêtent pas du tout. Là, ils sont en train de faire une pause au niveau de l'hôtel de ville du Lège Cap Ferré, et vous voyez à droite également des sapeurs-pompiers qui viennent de la Mayenne. Donc des camions qui viennent et des sapeurs-pompiers qui viennent de toute la France, qui viennent aider ici à Lège Cap Ferré. 700 sapeurs-pompiers mobilisés, 138 engins feux de forêt et 20 engins de pompe pour la défense des habitations sont mobilisés ici à Lège Cap Ferré et aussi du côté du Porge. Et je peux citer également des moyens aériens qui ont été déployés. On a pu en voir plein depuis tout à l'heure qui font des allers-retours. Exactement, en ce moment même, au-dessus de moi, un avion qui s'approche du feu, qui fait des allers-retours depuis tout à l'heure. On a pu assister à des largages de retardement. Pour vous citer les chiffres, un avion Dash, 2 autres avions bombardiers d'eau, un hélicoptère Charlie et également 2 Canadair sont mobilisés pour essayer de contenir ce feu qui est à quelques centaines de mètres des habitations où nous étions tout à l'heure. Un feu qui se propage très vite et qui a déjà ravagé plus de 3400 hectares dans le Médoc. Merci beaucoup Valentin, merci à Amélie Bernier qui vous accompagne pour toutes ces précisions. Plus de 20 000 habitants de la région ont été évacués, le seront. On a commencé cette émission d'ailleurs avec ces images de la nuit, cette nuit terrible passée par les habitants. Louis Baudin, on peut dire qu'on a le combo le plus détestable, notamment pour ces forces de l'ordre et ces pompiers dans la région. Exactement, la sécheresse, voilà, qui est toujours là, pas de précipitation. On a des températures élevées l'après-midi, on dépasse encore les 30 degrés. Alors c'est vrai qu'on respire dans le nord, mais dans le sud, ça continue à être très chaud. Et puis on a ce vent qui est vraiment très capricieux, à l'inverse de ce qui se passe dans le Var. On a en ce moment, là, je viens de regarder juste avant de venir, on a un vent d'ouest, c'est-à-dire qu'on a une brise de mer qui souffle actuellement à proximité du bassin d'Arcachon. Mais si vous faites 30 km dans les terres, c'est toujours le vent de nord-est qui domine. Donc on voit que tout ça se mélange à peu près sur la zone de feu. Donc la difficulté pour les pompiers d'essayer de se situer au bon endroit pour essayer de le contenir. Alors la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces vents ne sont pas violents pour l'instant et qu'a priori avec l'arrivée de la nuit, tout ça devrait un petit peu s'atténuer, mais sans disparaître totalement. Avec ce problème, on l'expliquait tout à l'heure à nos téléspectateurs, l'auto-alimentation du vent. C'est-à-dire qu'en fait, et ça je l'ignorais, les incendies créent leur propre vent, très difficile à combattre, et auto-alimentent en fait ces incendies. Exactement, c'est-à-dire qu'au cœur d'un incendie très important, on a un système météo qui se crée, tout simplement, on a une dépression avec la chaleur, cette dépression crée des vents qui tournent comme une dépression, donc il crée sa propre dépression, donc son propre vent, et malheureusement ça entretient encore la flamme, c'est-à-dire qu'en dehors du vent extérieur qui pourrait être finalement assez faible, et lui crée son propre vent pour alimenter, maintenir cet incendie très fort, donc voilà, c'est encore plus compliqué de l'atténuer ou d'essayer d'en venir à bout. Je le disais tout à l'heure en ouverture, plus de 44 000 hectares de forêt détruites. Il y a eu un petit signal d'alarme quand même. Il y a quelques semaines, il y a eu un rapport qui a été rendu en disant que par rapport au réchauffement climatique, par rapport à cette situation, par rapport à nos forêts, on n'était absolument pas prêt à les combattre, c'est une chose, mais surtout à le supporter et à le comprendre. Et aujourd'hui, on en a la démonstration, pour y revenir avec Louis, mais des hivers de plus en plus humides, une végétation qui devient dense, qui sèche de plus en plus vite, et des catastrophes. En fait, on ne parle que de catastrophes, un tourbillon de catastrophes. C'est notre quotidien à venir. Disons qu'effectivement, on a l'impression de subir les choses comme si on n'était pas préparé, comme si on ne savait pas. Mais finalement, ces signaux qu'on peut dire aujourd'hui faibles ne l'étaient pas
tant que ça. En 2018, il y a la Suède qui a brûlé. 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Londres, en périurbain, on a eu justement cette interface urbain-forestier qui a généré de grosses problématiques. En Écosse, l'année dernière, plus de 10 000 hectares de brûlés. Donc en fait, on voit que le changement climatique, lui, il va rajouter un cadre de contrainte sur... C'est pas tant le feu qui change aujourd'hui, c'est le contexte. Et le contexte, c'est effectivement tout ce qu'on avait évoqué avant, c'est les maladaptations, c'est cette interface forêt-habitat. On habite le plus proche possible justement des zones forestières. Et là aussi, le discours est parfois un peu ambivalent. Là, aujourd'hui, on dit débroussailler et éviter la végétation autour de votre logement. Mais il y a 2 semaines, lorsqu'on était en canicule, le message était végétaliser autour de chez vous pour pouvoir vous mettre à l'ombre. Donc en fait, chaque département travaille un petit peu dans sa verticalité. En tant que citoyen, on se retrouve un petit peu dans la problématique. Le maire en Gironde l'évoquait aussi. L'origine humaine de la majorité des feux, ça peut être 9 sur 10, malveillance. Alors là, d'après les informations, d'après les informations dont on dispose pour cet incendie-là, ce serait une négligence. En fait, c'est quelqu'un qui aurait débroussaillé, oui, parce que débroussailler, dans une partie de la forêt. Alors voilà, on imagine une lame qui ripe sur une pierre, l'étincelle, une végétation qui est à ce point sèche et tout s'embrasse. Merci Kady d'être là. On parlait de ce combo avec Louis Baudin à l'instant, cette végétation, et bien évidemment c'est ce rythme des incendies qui ne cesse de croître. C'est la mauvaise période, c'est au mauvais moment et c'est au mauvais endroit en fait. Bah oui, effectivement, le vent, c'est aussi l'un des incendiaires principaux dans ce genre d'affaires. La dispersion, c'est ça qui explique en grande partie ces incendies majeurs, que ce soit en Gironde ou que ce soit dans le Var, notamment donc. Je vais vous expliquer le phénomène des sautes de feu. Regardez en image. Je vous explique. Les sautes de feu, en fait, ça se produit quand des fragments enflammés, que ce soit des aiguilles de pin, des écorces, sont enflammés et en fait se propagent avec le vent, parfois à plusieurs centaines de mètres du foyer principal et qui vont donc générer un second départ de feu. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant pour les pompiers. Écoutez. Ce qui nous pose effectivement énormément de problèmes parce que on va travailler sur un feu qui est stabilisé et on va se retrouver avec un nouveau feu qui se développe à 400, 700, 600 mètres, donc qui nous oblige à revoir tout notre dispositif. Alors, faut bien comprendre le principe. À Tarado, il y a 3 jours, dans le Var, justement, il y a eu un départ de feu. 200 hectares ont été brûlés dans la forêt jusqu'à un champ. Et puis ensuite, ce sont des brindilles, des morceaux d'écorce enflammés qui se sont envolés à plusieurs centaines de mètres, 700 mètres d'ailleurs. Et donc, de l'autre côté du champ, sur la commune voisine des Arcs, sur Argence, qui a donc généré un second foyer incendiaire. Le second phénomène redouté par les pompiers, c'est ce qu'on appelle les tornades de feu. Regardez bien cette séquence incroyable. C'est ce qui s'est passé hier en Gironde, sur la commune de Somos, ce tourbillon littéralement enflammé et qui a pris la route comme ça pour enflammer les endroits environnants. Ça se forme en fait quand l'air surchauffé crée en fait un courant ascendant. Vous allez le voir sur cette infographie. Tout ça, prend feu. Les vents vont, nourrir ce feu, sachant que les pins, eux, dégagent des gaz combustibles, ce qui va donc alimenter ce tourbillon, cette tornade de feu, et qui vont justement s'enrouler sous l'effet des vents, jusqu'à 2000 degrés enregistrés au cœur de ces tornades. C'est vous dire l'ampleur du phénomène. C'est un phénomène qui est très souvent observé aux États-Unis, notamment en Californie, et là vous voyez bien comme c'est compliqué de prévoir cette propagation des incendies. Merci beaucoup, Kady. Oui, on en parlait de cette situation dramatique. Alors c'est sur le bassin d'Arcachon, ça peut être ailleurs. Le problème, c'est qu'on a l'impression que la nature nous répond de mauvaise façon, mais elle nous répond. On l'a massacrée. Il y a eu la forêt de Fontainebleau, bien évidemment. Puis j'aimerais peut-être qu'au cours de cette émission, on parle souvent des hommes, on parle de la nature. Il y a aussi des animaux qui y vivent. Et là aussi, la situation est terrible. En fait, on ne peut pas changer la nature. Non, on peut pas changer la nature, mais on pourrait nous changer notre rapport à cette nature. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'on l'a oublié pendant 50 ans, on l'a oublié dans toute la période d'après-guerre où on s'est modernisé très vite et c'est très bien. Moi, je ne juge pas le passé du tout, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, ce défi du climat nous pose le défi de notre occupation d'un territoire, d'une zone, du respect des autres, des autres personnes également. C'est vraiment d'un travail collectif. Donc, de nous autres. On y est, de nous autres, exactement. Et là, si on s'arrête sur
sur le problème de la forêt. Si demain on veut conserver un massif forestier en France ou même l'améliorer, ça veut dire qu'il va falloir qu'on retrouve le moyen d'aménager cette forêt pour que quand il y aura des incendies, parce que ça recommencera, on puisse les endiguer beaucoup plus vite. Donc c'est des vigies comme on le fait par exemple dans le Var ou les Bouches-du-Rhône, c'est des trouées qui vont être beaucoup plus importantes, c'est une diversification du massif qui permet effectivement d'avoir des feux qui se propagent moins vite. Les solutions techniques, on les a. Après, il faut que la société l'accepte, qu'elle accepte ce qu'on appelle le temps long. Le météorologiste, il apprend ça. Mais on a le temps. Le temps long. Oui, on a le temps. Peut-être que... Non, on n'a pas le choix de le faire, mais est-ce qu'on a le temps du temps long ? Peut-être que l'année prochaine, s'il y a d'autres feux, on ne sera pas encore prêt, mais dans 3 ans, on le sera un peu plus, et puis dans 10 ans, on le sera Tiens, c'est une bonne question. 2022, la région a été sinistrée. Moi, je me souviens, parce que j'y étais, des promesses politiques de certains, dont un qui se trouve aujourd'hui à l'Élysée, en disant à ceux qui avaient été touchés, notamment, je pense au camping et à d'autres, vous pourrez reconstruire là où vous avez construit. Or, il ne fallait pas reconstruire là où ça a été reconstruit, parce que quand ça va rebrûler, il y aura ces mêmes problèmes. Donc, comment on fait ? Comment on comprend ? Est-ce qu'on doit reconstruire aujourd'hui où on a construit ? Est-ce que cette obligation, notamment des assurances, parce que le but du but, c'est que des assurances, Guillaume Roquette, elles ne seront plus là pour payer ? En tout cas, les primes vont coûter de plus en plus cher. Au fur et à mesure que le risque existe. Donc effectivement, après ces gigantesques feux dont vous parliez en 2022, dont un derrière la dune du Pilat, à la tête de bûche, il y avait 6000 hectares qui avaient brûlé. Le président de la République avait effectivement fait un certain nombre d'annonces. Alors il y a des promesses qui ont été tenues, d'autres moins. Sur les Canadair, ça a été plus long que prévu, mais globalement, les avions supplémentaires annoncés, les 4 Canadair supplémentaires sont en train d'arriver, 2 en 2028, 2 en 2032. Le président de la République avait annoncé aussi des moyens terrestres. De ce côté-là, on est à peu près dans les purs. J'ai regardé, il y a 500 nouveaux équipements routiers qui ont été fournis, avec en particulier des équipements pour les incendies de forêt. Et puis l'autre problème, effectivement, c'est la formation, parce que l'essentiel des pompiers qui luttent contre ces feux, ce sont des pompiers volontaires, et sur les 200 000 pompiers volontaires, tous ne sont pas formés aux feux de forêt, et aujourd'hui c'est 90 000. Il y a des discussions en ce moment, Place Beauvau, en parallèle à ce qui se passe, c'était prévu déjà. Oui. Et je crois qu'il y a une forme de contestation, notamment sur la formation, c'est-à-dire qu'il y a des promesses qui ont été faites, elles ne seront pas, et ce que redoutent les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou non, Guillaume, c'est que on les oublie, et que tout soit à refaire, parce que je crois qu'en 2027, il y a une élection. Alors oui, on est passé en 5 ans de 80 000 à 90 000 pompiers volontaires formés pour les feux de forêt. Donc c'est 10% de plus, c'est un effort, ça reste moins de la moitié de l'ensemble des pompiers volontaires. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces feux de forêt, ils se développent partout. Voilà. Vous savez que dans le plan de prévention des feux de forêt 2026, qui est un document officiel, il y a 52 départements qui sont touchés. Ça veut dire un département sur 2 en France. Donc on accable toujours les pouvoirs publics, mais honnêtement, c'est le réchauffement climatique qui va plus vite que nous. Mais c'est la situation, vous pouvez... Non, c'est pas le réchauffement climatique qui va plus vite que nous. Jusqu'en 2022, le GIEC a clairement établi que l'augmentation des feux de forêt était due au réchauffement climatique seulement en Amérique du Nord. Alors, il se passe quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus une région épargnée. Aujourd'hui, le changement climatique... De la forêt de Brocéliande jusqu'au Var, ça brûle. Oui, non, mais je sais bien. Aujourd'hui, le changement climatique est un facteur aggravant de la situation, mais la problématique aujourd'hui, c'est la maladaptation de tout le dernier siècle qui est venu. Et c'est effectivement les monocultures, c'est l'interface forêt et habitat, c'est les origines humaines, la perte de sensibilisation. Et pour rebondir sur cette préparation, la préparation est au niveau européen. Aujourd'hui, on a un système de préparation et de coordination au niveau européen. Et il y a des pompiers... Mais de coopération. Oui, mais là, regardez, le problème, c'est qu'en Europe, qui vont venir, ils sont tous sur le terrain, parce que vous avez les salles qui brûlent, vous avez les salles qui brûlent. Que la solution, ça n'est pas justement toujours d'acheter des Canadair, et la solution ne sera pas techno-solutionniste. La solution aujourd'hui, c'est justement le temps long, et revenir justement sur la possibilité de faire autrement et d'éviter que ça brûle, en fait, tout simplement. Vous pouvez multiplier à l'envi des équipes, mais si on multiplie à l'envi, et plus que ça encore, les catastrophes naturelles, et notamment les incendies, ça servira pas à grand-chose. Je vous laisse la parole, bien évidemment. Je voudrais juste qu'on retrouve quelques instants. Vous allez voir Alexandra Vira, l'une de nos correspondantes. On est à Lège-Cap-Ferret, on est au bord d'une route et les incendies sévissent.
Comme vous le voyez, les pompiers sont positionnés au bord de la route et éteignent les nombreuses reprises. Ici, il fait très chaud cet après-midi, beaucoup de vent et à chaque bourrasque, la forêt qui n'a pas encore brûlé s'enflamme à nouveau. Voilà cette situation, on y reviendra avec nos équipes bien évidemment. On parlera aussi dans un instant, restez bien avec nous, d'un plan d'évacuation parce que vous avez 50 ou 60 000 personnes aujourd'hui au Cap Ferret, c'est cette petite pointe. Et si les incendies continuent, eh bien elles seront bloquées. Impossible, il n'y a qu'une route départementale pour pouvoir quitter la situation. La seule solution, ce sera le bassin d'Arcachon et ce sera la mer. Vous allez voir qu'il y a un plan qui a été mis en place pour ça. Charles Groult, cette situation, ces incendies, mettons le pied dans le plat en fait. On peut multiplier à l'envie des services. On reviendra, si vous le voulez, sur les polémiques, puisque le ministre de l'Intérieur a répondu, mais en fait, on peut mettre des hommes, du matériel. Oui, certaines fois, on sera peut-être prêt ou pas, mais des incendies, il y en a de plus en plus. Donc, on traite le problème à quel bout de la racine, j'ai envie de dire? Le problème, il faut le traiter en amont, avec toute la prévention qu'on évoque depuis le début de la saison des feux. C'est pas de travaux par point chaud, pas de barbecue, pas de jet de mégots. Ça, c'est avant toute chose, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut... Non, mais le problème, ça fonctionne pas. Regardez ces images. Ça fonctionne pas parce que pour l'instant, c'est que les populations méditerranéennes qui sont sensibilisées. Et ce sont là, en Gironde, le Var, des régions très touristiques qui accueillent la totalité de l'Europe avec des populations qui ne sont pas du tout sensibilisées. Moi, j'ai traversé Marseille, Bordeaux par l'autoroute il y a 2 étés. J'ai compté 19 départs de feu sur les bords de l'autoroute. Ça n'est pas des éclairs, ça n'est pas du débroussaillage. Non, 9 sur 10, on est d'accord. 9 sur 10 de cigarettes. 9 départs d'incendie sur 10. À un moment donné, que ce soit la gare de Lyon ou toutes les gares qui descendent vers justement les régions méridionales, et on l'a vu maintenant, de toute façon, ça brûle partout. Il faut avoir cette sensibilisation. Mais le problème, c'est qu'il y a matière à brûler. Mais il y a matière à brûler. Vous avez la forêt de Fontainebleau. Non, mais il y a matière à brûler. Oui, mais il faut peut-être aussi s'interroger sur pourquoi il y a matière à brûler. Pourquoi la végétation est aussi sèche. Pourquoi la végétation est aussi dense l'hiver, parce qu'il y a beaucoup d'eau et qu'elle sèche aussi vite. Et pourquoi il y a de plus en plus d'incendies. Parce qu'on a la problématique du changement climatique, mais il y a les autres problématiques aussi. Le cycle de l'eau est sorti un rapport au mois de janvier sur la faillite du cycle de l'eau et qui enchaîne justement sécheresse, inondation. Et là, aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'eau l'hiver, vous le disiez, beaucoup de combustible qui sèche et qui, là, n'attend que l'allumette. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ces images. On va partir sur le bassin d'Arcachon. On va trouver Olivier Laban, président du comité régional de la conchyliculture à Arcachon. Bonjour Olivier Laban. Si on est avec vous aujourd'hui, c'est que la situation est plutôt préoccupante, plutôt grave. Je le disais, 21 000 ou 22 000 pour le moment habitants de la région qui ont été évacués. Il y a plus de 3 000, 3 100 ou 3 200 hectares pour le moment qui ont été brûlés. On parlait d'une situation, Olivier Laban, très particulière. Tout à l'heure, on était avec le maire d'Arès, notamment en ce qui concerne sur cette pointe du bassin d'Arcachon, le Cap Ferret, zone touristique, éminemment touristique. Je ne sais pas combien d'habitants pour le moment en cette période dans la région. Le maire de Lège-Cap-Ferret à midi disait que c'était environ 55 000, entre 15 et 20 000 personnes ont déjà été évacuées sur les premières communes, Lège et Claouet, et il resterait environ 35 000 personnes, des habitants et puis évidemment des touristes qui sont là aujourd'hui. On est au plein cœur de la saison. Si on a fait appel à vous, c'est que il y a un plan qui a été mis en place. Alors vous nous direz depuis quand, pour pouvoir, ça paraît assez extraordinaire. On va voir une carte d'ailleurs, évacuer les habitants, qu'ils soient touristes ou pas d'ailleurs, de Lège-Cap-Ferret en cas d'incendie. Parce que sur cette pointe, si ça brûle, bien évidemment, là où se trouvent les incendies, eh bien ces personnes seront bloquées. Qu'est-ce qui a été prévu? Comment ça peut se passer? Comment évacuer? Voilà, on voit ces images. Si vous êtes bloqué sur le Cap Ferret, sur toute cette pointe, bien évidemment, jusqu'à Arès, comment on fait? Qu'est-ce qui est prévu pour les évacuer? Oui, on le voit bien sur la carte, et c'est une voie sans issue, c'est un cul-de-sac comme on dit chez nous. Donc la seule issue pour évacuer la presqu'île si le feu venait à s'engouffrer dedans, c'est uniquement par voie maritime. Donc il y a plein de choses qui ont été anticipées, simulées à l'issue des incendies des années passées. Donc il y a l'union des bateliers arcachonnais qui est mobilisée, l'ensemble des bateliers sont mobilisés, et puis nous sur le bassin
bassin d'Arcachon, côté ostréiculture, on a une flottille à peu près de 400 bateaux, entre 400 et 450. En ce moment même, avec mes équipes, on est en train de recenser l'ensemble des équipages qui pourraient être de jour comme de nuit mobilisés pour aller chercher des personnes sur la presqu'île. Un des intérêts de nos bateaux, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir recours pour embarquer le monde, on n'a pas besoin d'avoir recours à des pontons d'embarquement. Nos plates pour travailler sur nos parcs à huit nous permettent de beacher, donc ça permet d'aller faire vraiment de la dentelle, aller dans des petits recoins de plage, aller chercher des personnes si jamais il fallait le faire, et ça permettrait de laisser de la place aux plus grosses embarcations pour faire aussi des rotations. Donc je crois que le bassin d'Arcachon a suffisamment d'embarcations pour pouvoir gérer tout ça. En tout cas, nous, on est prêts, on a fait passer le message à la préfète, on est prêt à intervenir de jour comme de nuit si jamais il fallait venir rechercher des personnes sur la presqu'île du Ferret. Olivier Laban, on se souvient bien évidemment des incendies de 2022. On parlait sur ce plateau avant votre intervention du souvenir de la place de l'homme. La conchyliculture, c'est un milieu vivant. Vous êtes un peu les agriculteurs de la mer, on va vous appeler comme ça. Est-ce qu'il y a des risques? Tout à l'heure, notre envoyé spécial avait dans ses mains plus que de la poussière d'ailleurs, ces particules de bois. On se souvient des vents après les incendies qui ont frappé notamment la dune du Pilat. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour la nature, la vôtre bien évidemment, mais celle aussi que l'on voit sur ces images? Ouais, alors, la nature forestière, évidemment, c'est elle qui est en première ligne. Enfin, pour nous, c'est encore un traumatisme, les incendies de 2022. Moi, je suis arrivé à l'âge de 2 ans sur ce territoire. Ça fait 58 ans que j'arpente ce territoire en long, en large, en travers, que ce soit à pied, en vélo, en moto, partout en forêt. La forêt que j'ai connue, je la connaîtrai plus. Donc évidemment c'est un vrai traumatisme. Après, pour ce qui est de l'impact sur l'eau, il peut y avoir un impact au travers de la retombée des fumées. C'est quelque chose que l'on avait suivi en 2022 post-incendie. À ce jour, l'importance des incendies était évidemment plus importante, beaucoup plus long. Ça avait été très long pour pouvoir arriver à les éteindre. On espère que ce ne sera pas la même chose, mais évidemment, ce seront des paramètres que l'on suivra, parce que la retombée de cette suie dans la colonne d'eau peut venir un peu impacter la colonne, mais à ce jour, évidemment, aucun souci de ce côté-là. On voit, pendant que l'on parle des images tournées par nos équipes, ces personnes qui sont aujourd'hui évacuées, on le disait, on est à près de 21 000, Olivier Laban, ou 22 000 personnes. C'est un choc. On sait que votre activité bien évidemment, mais d'autres, on est en pleine période touristique. C'est un nouveau choc pour la région, encore un de plus. Oui, il faut savoir que depuis l'an passé, il y a uniquement l'an passé où on a senti vraiment un regain pour notre territoire. Je crois que 2022, évidemment, a laissé des traces dans la population locale, mais pas que, par les gens qui viennent nous y retrouver, souvent tous les ans, qui tombent aussi amoureux de notre territoire. Ils ont été assez choqués en 2022 de par ces incendies. Ils ont du mal à y revenir parce que, évidemment, le paysage avait changé. On commençait à reprendre un peu de couleur, si je puis dire, dans le pays. Et puis, patatras, ça retombe. Alors, nous, en ostréiculture, on le sait, vous le disiez, nous sommes des paysans de la mer. Il y a toujours une crise quand pousse une autre, mais je ne vous cache pas qu'on aurait bien aimé avoir un peu de répit sur cet été. On avait une météo exceptionnelle, super conditions, et pour travailler, et pour nos visiteurs, une température de l'eau très belle, et ça arrive évidemment au mauvais moment, et puis c'est vraiment catastrophique pour cette nature, parce que on a des forêts qui sont longues à se reconstruire. Merci beaucoup Olivier Laban d'avoir été avec nous, et courage pour les heures et peut-être même les jours à venir. C'est une situation
difficile que l'on vit, mais on a souvent l'habitude de dire, Claire, qu'il va falloir s'y habituer, qu'il va falloir vivre avec des périodes de plus en plus à risque, de plus en plus chaudes, avec de plus en plus d'incendies qui vont commencer plus tôt. J'aime depuis le début de cette journée répéter que nous sommes que le 23 juillet. On n'est pas au mois d'août. Vous avez vu et vous avez écouté Olivier Laban qui nous a dit qu'une partie de la saison touristique, parce qu'il y a de l'économie derrière, bien évidemment, risque de assez mal se passer. Vous imaginez 22 000 personnes, dans les 22 000, voire plus maintenant, qui sont évacuées dans la région. Il n'y a pas que des habitants, il y a aussi beaucoup de touristes. Eh bien ça risque de devenir notre quotidien. Dites-vous que l'été que nous sommes en train de vivre depuis cette année risque de devenir la norme dans les 10 prochaines années à venir. Et donc là, nous sommes en train de vivre notre 53e vague de chaleur depuis le début des relevés météo, donc depuis 1947. Et donc, on a recensé que plus de la moitié de ces vagues de chaleur ont été effectuées post-2010. Donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que le facteur anthropique entre en cause dans cette multiplication de vagues de chaleur. C'est un fait. Donc, justement, le fait d'avoir ces températures de plus en plus élevées, de plus en plus précoces, donc de fin mai, peut-être même jusqu'à septembre, à plus de 30 degrés. Ajouter à ça, donc, des vents, parce que les épisodes de Mistral, le vent de nord-est, c'est un facteur météorologique à prendre aussi en compte en été. Et puis, couplé à ça, de l'air de plus en plus sec qui assèche la végétation, on a vraiment le cocktail idéal pour favoriser un départ de feu, bien que les départs de feu soient 9 fois sur 10 causés par la main de l'homme. On écoutera d'ailleurs le procureur de la République de Bordeaux qui a pris la parole ce matin et qui demande des sanctions exemplaires face, d'ailleurs que ce soit criminel, volontaire ou involontaire bien évidemment, mais des sanctions beaucoup plus importantes. Vous le voyez, c'est écrit, 3 bombardiers d'eau seront acheminés en renfort dans la région de Bordeaux, dans la région Aquitaine, pour faire face à ces incendies. Vous le voyez sur ces images en direct, le vent bien évidemment et le feu qui continue de se propager dans une partie de la région. Kadi, merci d'être là. Ce feu, on va en parler avec vous, cette propagation. On va aussi parler des moyens, on parlera de polémique. Tiens, on écoutera le ministre de l'Intérieur dans un instant en ce qui concerne les pompiers. Mais d'abord sur ce dont on dispose pour combattre les incendies. Alors oui, c'est forcément insuffisant puisque vous le disiez, Christophe, c'est marqué au bas de votre écran. 3 bombardiers d'eau européens vont venir en renfort pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers français. Et pour la première fois, c'est une information qui nous a été donnée ce matin par la porte-parole du gouvernement, un avion, un A400M d'Airbus, capable de larguer l'équivalent de 3 Canadair en une seule passe, va être déployé. Vous le voyez en image ici, un Canadair, c'est quand même 6 000 litres d'eau. Donc multiplié par 3, vous l'aurez compris, 18 000 litres d'eau, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Alors plus globalement en France, il faut savoir que la situation est très tendu. Les interventions explosent ces 25 dernières années, les effectifs stagnent et donc un risque majeur d'épuisement cet été. C'est ce que dit le syndicat des sapeurs-pompiers volontaires. Pour bien comprendre la situation, la France, c'est 250 000 sapeurs-pompiers. 80% d'entre eux sont des volontaires, c'est-à-dire que 200 000 sont volontaires et seulement 43 000 sont des professionnels. Côté moyen aérien, la France dispose de 23 bombardiers d'eau, globalement. On parle de 12 Canadair, donc 11 seulement sont opérationnels, 8 Dash, 3 Beechcraft et une quarantaine d'hélicoptères. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'État français loue également chaque année une dizaine d'hélicoptères bombardiers d'eau, mais aussi des Air Tractors. Le point négatif dans tout ça, Christophe, c'est que cette flotte, elle vieillit. En moyenne, les Canadair ont 30 ans et 4 nouveaux Canadair, il faut le savoir, ont été commandés. Les 2 premiers vont arriver seulement en 2028. Pour les 2 autres, il faudra attendre 2033. Merci beaucoup, Kadi. En ce qui concerne d'ailleurs l'A400M, je crois que la porte-parole du gouvernement s'est exprimée sur le sujet. 1, l'avion n'est pas prêt pour ce type de mission, et 2, il va falloir que les pilotes soient formés. Ça prendra du temps, déjà, piloter un A400M, c'est quelque chose, et surtout dans ces conditions. Encore des annonces, toujours des annonces. Tiens, en parlant de ces pompiers, la difficulté du métier, des moyens, je voudrais qu'on écoute le ministre de l'Intérieur qui a tenté de tordre le cou à la polémique. Ces moyens sont suffisants. Nous avons commandé des Canadair qui arriveront en 2028 et en 2032. Et nous allons expérimenter dans les jours qui viennent l'utilisation du A400M qui pourra projeter 20 000 litres de produits retardants. Depuis 2022, notre flotte aérienne elle a été multipliée par 2. Guillaume, polémique stérile, polémique tout court, pas de polémique, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ?
polémique. Est-ce que c'est bien... Alors, j'allais vous dire, est-ce que c'est bien sérieux, mon cher Guillaume ? Alors, ce qui est sérieux, c'est le constat. Le constat, c'est que on a un dimensionnement des moyens aériens, des vecteurs aériens, comme on dit dans le jargon de la sécurité civile, qui était suffisant encore il y a 7-8 ans par rapport à la taille du territoire. Mais aujourd'hui, compte tenu, de la multiplication des épisodes de canicule, de la dispersion géographique des feux, ça n'est plus suffisant. Le problème, c'est que ce phénomène-là, il est général. Et que donc, un Canadair, ça s'achète pas sur catalogue. Il y a une compétition, d'ailleurs, les achats de Canadair, ceux qui doivent arriver et dont on parlait, il y a eu un pool européen pour les acheter parce que, en se groupant, on a eu une sorte de priorité par rapport à ce constructeur qui est canadien. Hein. Les Canadair viennent de là-bas. Après, l'A400M, effectivement, il n'est pas tout à fait prêt, mais c'est une question de semaine. Mais globalement, c'est quand même un sacré atout, parce que la 400M, c'est un avion militaire, c'est un avion de transport de troupes qui remplace le C-130, qui était l'avion historique du transport de troupes français, et on en a déjà une vingtaine, et comme vous le savez, avec le danger militaire, il y en aura de plus en plus. Place au direct, on va à Lège-Cap-Ferré, on écoute le maire de la commune. Alors c'est vrai que la situation n'est pas favorable. Nous avons une température qui est au-dessus de 30 degrés, avec des vents qui ont tourné à l'est et au nord-est qui sont assez soutenus, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que la situation ici, dans le bourg de Lège, est préoccupante. Nous avons sur le flanc nord et le flanc est de la commune l'incendie qui lèche aujourd'hui les habitations. Nous avons 700 sapeurs-pompiers présents avec de très nombreux véhicules, environ 150 véhicules lourds, qui se battent avec les moyens aériens pour essayer de contenir le feu et de protéger les habitations. Nous avons évacué près de 20 000 personnes depuis hier soir, de façon à sécuriser les personnes qui sont accueillies ici même dans le bourg de Lège, mais aussi sur les villes voisines et à Bordeaux Métropole. Concernant le village de Claouet, nous avons évacué les campings et l'hôtel balnéo de Claouet ainsi que le VVF, de façon à assurer là aussi la sécurité des personnes. Aujourd'hui, le feu, à l'heure où je vous parle, reste sur les flancs du bourg de Lège et en ce moment, il n'y a pas d'évolution vers le sud de cet incendie. On voit qu'il est très très proche, ce feu. Ça vous inquiète ? Bien évidemment, ça m'inquiète. C'est vrai que les moyens aériens sont là pour mettre du retardant et que les sapeurs-pompiers sont extrêmement présents et défendent avec beaucoup de courage et d'énergie l'ensemble des biens du bourg de Lège, notamment sur son flanc nord. C'est vrai que nous sommes inquiets. La météo ne nous est pas favorable. On attendait une orientation du vent au nord-ouest qui pourrait se charger un peu d'humidité. Actuellement, ça n'est pas le cas. Et on attend avec une certaine inquiétude l'évolution du vent et des conditions météo. Est-ce que d'autres évacuations sont prévues à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, aucune évacuation n'est prévue, mais c'est vrai que la situation peut évoluer assez rapidement et qu'on peut envisager dans un avenir proche d'autres évacuations si cela était nécessaire. Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Comment vous organisez avec les communes voisines pour recueillir les habitants qui pourraient être évacués ou mettre en place justement les moyens qui sont... Alors c'est vrai que dans l'intercommunalité du Nord-Bassin, il y a une grande solidarité et les communes voisines ont répondu présentes pour donner de l'aide à la commune de Lège-Cap-Ferré. Et je les remercie, les maires et les habitants, ainsi que tous les bénévoles, tous les agents et toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que les évacuations soient le moins pénibles pour les personnes qui ont dû être évacuées. Est-ce que votre regard peut être un peu à ligne d'horizon, s'il vous plaît? Pardon, je sais pas combien. Est-ce que votre regard peut être un peu ne pas regarder les personnes du bas? Ah bah oui. Et quelle est votre stratégie exactement maintenant à l'heure actuelle? Alors d'abord, c'est pas ma stratégie, c'est la stratégie des services de secours et d'incendie. La stratégie, c'est de tenir sur le flanc nord et le flanc nord-ouest et est, de façon à protéger les biens du bourg de Lège. La couronne extérieure des habitations ont été évacuées
et par conséquent, ça laisse le loisir aux sapeurs-pompiers d'intervenir dans les meilleures conditions possibles. Mais les soldats du feu sont fatigués, ils ont besoin de repos et on aborde la soirée avec une certaine inquiétude, je vous cache pas, même si on peut espérer que le vent va se calmer et que les conditions météo vont rendre la tâche des sapeurs-pompiers plus facile. Il y a des maisons qui ont brûlé depuis ce matin ? Négatif, nous n'avons pas, à l'heure où je vous parle, de maisons qui ont brûlé sur la commune de Lèche-Cap-Ferré. Nous avons près d'1 millier d'hectares sur la commune qui ont brûlé. Voilà, petit problème de son en direct. On retrouvera bien évidemment le maire de Lèche-Cap-Ferré. Ce qui est à retenir, peut-être, c'est... et on a commencé cette émission avec le maire d'Arès. C'était la même inquiétude. Et leur inquiétude, c'était bien évidemment la situation en ce qui concerne les incendies, mais c'était également la situation, et on en parlait juste avant, sur les moyens, la situation des pompiers. Ils sont nombreux, certes, sur le terrain, mais ils sont fatigués. La nuit va être longue et le travail sera harassant. Il avait prévu là depuis ce matin, il y a des colonnes d'Île-de-France qui sont venues en renfort, qui sont en train d'arriver. Ils sont partis ce matin, notamment la brigade des sapeurs-pompiers et aussi la Grande Couronne. Certains départements ont envoyé des camions de feu de forêt avec des soldats pour venir en aide aux Girondins qui sont fatigués. Ils sont fatigués. Et c'est pas fini. Encore une fois, on est mi-juillet. Donc comment on va faire? On était avec vous, Guillaume Roquette, on parlait des moyens. Dans les airs, c'est très sympa. D'ailleurs, on ne voit pas un Canadair dans la région. Il y a peut-être quelques explications, du moins pour le moment. Mais ces sapeurs-pompiers, ils le disent. J'en entendais un chez nos confrères de RTL ce matin qui parlait de ses camarades, qui parlait d'ailleurs de ceux qui ont perdu la vie, qui parlait de cette profession qui aujourd'hui est usée, fatiguée, manque de moyens et voudrait de la considération. Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs points différents. D'abord, il y a les sapeurs-pompiers professionnels qui sont à peu près 60 000 et qui sont pour la plupart des civils, à l'exception de Marseille et de Paris où les pompiers sont des militaires. Et là, il y a depuis longtemps des revendications qui sont des revendications salariales, des revendications de conditions de travail. Je dois dire que forcément, quand il y a des épisodes qui sont difficiles comme cela, elles reviennent au premier plan. Il me semble que ça doit pas être traité dans l'urgence parce que c'est pas le moment de répondre. Et puis il y a effectivement les pompiers volontaires où là on peut peut-être faire davantage pour qu'ils soient disponibles. D'abord il y a le sujet de la formation dont je parlais tout à l'heure, mais là ça va. Mais il y a eu des promesses, elles n'ont pas été tenues visiblement, et la plupart des corps des sapeurs-pompiers craignent que ces élections de 2027 rebattent les cartes. Il va falloir rediscuter à nouveau de choses qui ont déjà été discutées. Oui, mais je pense que tous les Français sont absolument bouleversés par ce qui se passe. Ils regardent la télévision, ils voient bien l'action absolument remarquable, voire parfois héroïque de ces pompiers. On pense aux 2 qui sont morts dans l'aéroport de Bordeaux. Et donc je pense, moi, que ça va être au contraire une période favorable, cette campagne présidentielle, parce que les candidats vont sûrement être interpellés sur ce sujet. Le changement climatique, c'est un sujet un peu abstrait. On voit bien que ça a du mal à entrer dans le débat politique. Il devient de plus en plus concret quand même. Mais voilà, c'est un sujet abstrait. Et là, parce qu'il touche les Français. Voilà, vous avez raison. Exactement. Que ce soit les inondations, les catastrophes naturelles, les falaises qui s'effondrent, ou alors ces incendies qui aujourd'hui perturbent notre vie. Exactement, et ces incendies qui sont en train de se généraliser, puisque vous le disiez, du Var jusqu'à la Bretagne, en passant par la forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, c'est toute la France qui est touchée. On retrouve le maire, place au direct, le maire. Un petit peu de chance et surtout sur le travail des sapeurs-pompiers qui est tout à fait remarquable. Et je tiens aujourd'hui à leur rendre hommage pour le travail qu'ils réalisent sur le terrain depuis 24 heures. Qu'est-ce que vous dites aux habitants de Lèche-Cap-Ferré et à ceux qui voudraient venir dans le secteur ? Écoutez, pour l'instant, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. On a géré un incendie hors norme. Dès que l'incendie sera terminé, eh bien, nous mettrons tout en œuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et ils seront les bienvenus à nouveau. Mais pour l'instant, laissez-nous travailler et laissez-nous traiter l'incendie forêt avec la gendarmerie et surtout les sapeurs-pompiers. Je vous remercie. Merci. Pardon.
Voilà pour cette interview. Le message de fin était un vrai bon message. Laissez-nous travailler, laissez-nous faire. Nous sommes en pleine saison touristique. Je vous rappelle que plus de 20 000, 22 000 ou 23 000 habitants de la région touristes également, puisque nous sommes en pleine saison touristique. On parlait des pompiers. Le maire a parlé des pompiers. Patrick Chavada, merci d'être avec nous de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous avez écouté la discussion qu'on avait en plateau. Vous avez certainement écouté le message du maire de Lège-Cap-Ferret qui salue le courage de vos collègues, mais surtout la grande fatigue de vos collègues. Oui, effectivement, on est dans une situation extrêmement tendue. On arrive à la 3e canicule. La saison de feux de forêt a démarré depuis pratiquement la mi-juin. Et donc, on est sur des feux qui sont consommateurs de potentiel humain important. Et donc, le travail du commandant des opérations de secours, c'est d'arriver justement à essayer de faire un roulement entre nos personnels pour qu'ils puissent se reposer puis revenir sur le front. Il y a un détachement des pompiers de Paris qui est en route actuellement pour rejoindre le SDIS de la Gironde, pour aider nos collègues dans le 33. Donc il y a une vingtaine de véhicules, une cinquantaine de pompiers de Paris qui sont en train d'être acheminés. Et donc on a des mécanismes d'aide interdépartementaux qui existent, mais c'est vrai que la ressource est tendue. Dans les mois et après la saison feu de forêt, bien évidemment, vous l'avez dit, la campagne présidentielle va commencer. Et effectivement, il faudra voir quels mécanismes peuvent être mis en place pour favoriser le volontariat, puisque comme vous l'avez dit, 80% de nos effectifs sont des pompiers volontaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le volontariat, valoriser le volontariat, tout en recrutant des pompiers professionnels, qui sont l'ossature de nos services départementaux d'incendie et de secours. Mais je pense qu'il faut que, collectivement, on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos pompiers volontaires puissent être libérés sur leur temps de travail et sans que ça leur cause des contraintes particulières en termes de serre, choses comme ça, pour que justement ils puissent intervenir. Juste une petite question, on parlera technique dans un instant. Tous les acteurs sur ce feu en Gironde parlent d'un feu hors norme. En quoi il est hors norme? En quoi il est différent de celui qui ravage Fontainebleau? Et tiens, pendant qu'on vous tient, on parlera également de la place de l'homme par rapport à la nature, notamment dans votre combat contre les incendies. D'abord sur ce feu hors norme. Alors, les feux hors normes sont la résultante d'une combinaison qui est multifactorielle. On les connaît, sécheresse extrême, on sort de période de canicule, on a un taux d'humidité qui est inférieur à 30%, on a des vents qui sont pas très importants du côté justement de la Gironde, 40-50 km/h, mais il faut savoir que ce type de feu important, avec les mouvements convexes de la chaleur et des fumées qui montent dans l'altitude, ça aspire l'air frais en bas du feu, et donc ça alimente le feu, et donc on a un vent qui se génère le feu génère son propre vent, et c'est ce qui fait la particularité de ce type de feu, et notamment que, comme c'est pas un vent dominant et que c'est un feu qui est généré par son propre feu, automatiquement c'est un feu qui va un petit peu dans tous les sens, et ça nous complique le travail en sachant que les deux priorités maximum, c'est sauver les gens, sauver les biens, et c'est ce qui est actuellement en train d'être fait, et comme le disait monsieur le maire, on n'a actuellement aucune habitation qui a été atteinte par le feu. Justement, Patrick Chavada, la place de l'homme, on le disait, par rapport à la situation que nous vivons, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été, avec ces périodes de canicule de plus en plus longues, ces incendies qui arrivent de plus en plus tôt et qui vont de plus en plus loin dans la saison. Est-ce que on ne doit pas revoir la place de l'homme? Là, pour le moment, vos collègues interviennent dans une situation compliquée. On est dans des bois, on est dans des pins avec une végétation particulière, et puis il y a bien évidemment le facteur touristique, l'implantation notamment des campings, des habitations. Est-ce qu'il va falloir repenser notre habitat? Alors, dans le sud de la France, où on est sensibilisé au risque feu de forêt, bien évidemment, cet aléa feu de forêt est pris en compte justement dans les cartographies des risques des communes. Et il est évident que maintenant, on voit que les feux de forêt se généralisent un petit peu sur le territoire français. Et il va falloir que les communes qui n'étaient pas forcément sensibilisées à cet aléa feu de forêt soient pris en compte, notamment dans les plans locaux d'urbanisme. Et effectivement, comme on le fait dans le sud de la France, peut-être qu'il y a des zones qui vont être inconstructibles, qui vont être difficiles à urbaniser, parce que le risque feu de forêt va devenir un aléa, je dirais, qui n'est pas que propre au sud de la France, mais qui va devenir national.
Restez avec nous, je voudrais qu'on retrouve Alexandra Vieira, notre correspondante dans la région. Elle est au cœur du feu avec justement vos collègues sapeurs-pompiers. Alors, encore une fois, que les incendies font rage dans la région, que le vent se maintient toujours. Il pourra peut-être même se renforcer cette nuit, c'est ce que nous a dit le maire de Lège-Cap-Ferret. Regardez, c'est un témoignage. Et oui, le feu arrive sur la commune de Lège-Cap-Ferret. Vous le voyez, il est juste derrière ces habitations. Je suis avec le colonel Pitot. Colonel, comment est la situation là, juste derrière nous ? Comme vous pouvez le constater, le feu arrive à proximité d'un lotissement et on est à pied d'œuvre. Les moyens sont bien positionnés, D'ailleurs, on voit le chef de secteur qui arrive et qui va vérifier que notre dispositif est bien en place pour bien défendre les maisons qui sont à proximité, avec la forêt à proximité, et nos collègues qui sont en place pour défendre les maisons. Là, ça pique les yeux, ça pique la gorge, le feu est très très proche. Comment on est en termes de conditions météo ? C'est pas très simple pour vous de gérer ce feu qui se rapproche. Si vous rajoutez l'équipement qui est aussi conséquent pour nos collègues, c'est vrai qu'on a chaud, mais ça fait partie du métier. Et après, la sécheresse et le climat aujourd'hui, c'est plutôt pour la végétation que ça nous inquiète, puisqu'il ne faut pas grand-chose pour que ça puisse partir dans des conditions défavorables. Mais bon, pour l'instant, comme je vous le disais, même si ça peut paraître impressionnant, nos équipes sont en place et défendent les maisons pied à pied. Il y a beaucoup de vent, il fait chaud. Comment est la situation là, pour vos équipes qui ont pris ce feu ? Comme je vous le disais, la situation météorologique n'est pas favorable. On reste vigilant, mais néanmoins on fait face et on éteint le sinistre dès qu'il arrive à proximité des habitations. Les pompiers donc ils font tout leur possible pour éteindre cet incendie qui approche de Lège-Cap-Ferret. 700 pompiers sont mobilisés. Merci beaucoup Alexandra, et vous l'avez entendu en direct sur notre antenne, le maire de Lège-Cap-Ferret qui se montre très inquiet. La nuit sera compliquée et difficile. Anne Sénéquier, pour l'instant, l'image pourrait donner une idée du fait divers. Or, il n'en est rien. C'est notre quotidien. Claire Delorme le disait, il va falloir vivre comme ça et vivre longtemps, en espérant qu'on aura le temps de le vivre. C'est malheureusement une chronologie somme toute logique. C'est vrai que cette succession de sécheresses, de fortes pluies pendant l'hiver, de sécheresses et de vagues de chaleur successives, on ne pouvait que s'y attendre. Et les vents sont particulièrement prégnants. Moi, je suis varoise et je peux vous dire que les jours d'été, quand le Mistral souffle, tout le monde est aux aguets et bien souvent, en fait, on va sentir le feu avant de le voir. Et là, on voit sur le feu de Cotignac où il y a aujourd'hui une reprise de feu parce qu'il y a du Mistral tout simplement. Et c'est un vent sec, c'est un vent qui sèche encore plus. On parlait justement de ces feux qui sautent, c'est les pommes de pin qui, en explosant, vont aller amener le feu un petit peu plus loin. C'est la déprise agricole aussi, c'est la façon dont on utilise le paysage. On voyait tout à l'heure. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'urbanisme, mais faut-il repenser notre façon de vivre et notre habitat ? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des régions qui seront sinistrés, que ce soit encore dans nos périodes d'hiver ou dans nos périodes d'été. C'est déjà le cas quand vous regardez la Californie. Vous vous souvenez, l'année dernière, en janvier 2025, c'est la Californie brûlée. C'était Hollywood qui brûlait en janvier. Et on parlait des assurances. Jusqu'au bord de la mer. Voilà, on parlait des assurances tout à l'heure. Là-bas, il y a déjà des assurances qui ont dit je n'assure plus les villas qui sont aux abords. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a des problèmes même d'assurance, Guillaume, avec les villes. C'est-à-dire que vous avez des villes qui ne sont plus assurées. C'est quand même terrible. Imaginez, pourquoi pas la ville de Lège-Cap-Ferret ou d'autres villes. Exactement. Mais aujourd'hui, on est toujours dans la réaction, finalement. On va demander, quand il y a la Covid-19, au système de santé de tenir le coup. Là, on demande aux pompiers d'être sur le pont. Évidemment, on est toujours dans la réaction. Dans la gestion de crise, on est plutôt pas mal. Mais maintenant, il va falloir finalement anticiper. Plutôt que de la gestion de crise, il va falloir être dans l'adaptation pour prévenir la crise. Et adapter, c'est pas suffisant, en fait. On a besoin d'atténuer aussi, parce que tant qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre, en fait, on ne fait que se préparer l'adaptation au degré supplémentaire. Et là, ça va être très problématique. On court toujours vers on pourrait se poser la question, effectivement, de faire à côté des massifs forestiers qui sont très souvent sujets aux incendies, ce qu'on fait dans certaines habitations ou certaines zones de bord de mer qui deviennent inconstructibles parce qu'il y a un recul du trait de côte et que donc ça devient dangereux. Moi, je pense qu'on pourrait déjà
faire en sorte que les obligations des habitants soient respectées. On parlait du débroussaillage. Vous savez que, alors c'est un chiffre global, mais l'Office national des forêts dit que quand ils font des contrôles, parce que vous avez des règles en termes de débroussaillage, de distance vis-à-vis de la maison, vous avez que 30% des propriétaires qui respectent complètement leurs obligations et 50% qui la respectent partiellement. Donc ça, déjà, c'est un effort qu'il y a à faire. Et puis peut-être de façon plus positive. Et des sanctions peut-être. Oui, des sanctions aussi. On sait très bien quand même. Alors on est latin, on est français, mais qu'à un moment donné, sans sanctions, ça ne fonctionne pas. Des sanctions aussi, mais je pense que pécuniaires, financières. Oui, mais je pense que si vous voulez, quand vous voyez le feu qui s'approche à quelques mètres de votre maison, il est trop tard, certes, mais c'est quand même, je pense qu'il y a un effet dissuasif pour toute la région qui est fort. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que ce qu'on a vu au moment des feux à Fontainebleau, c'est une solidarité formidable de tous les habitants, y compris les agriculteurs. Et peut-être que là, il y a un truc à faire dans le long terme. Vous dites, l'homme est responsable de ce qui se passe. Oui, mais il peut aussi avoir un rôle de prévention. Il y a des élus qui parlent de la mise en place. Que plus que jamais, l'homme ne peut plus combattre la nature. Oui, mais l'homme, en revanche, il peut aider. On pourrait imaginer ce qui existe déjà dans les communes du Var, un système de réserve citoyenne avec des volontaires qui patrouilleraient, qui seraient dans la prévention des départs de feu. Ça existe déjà, effectivement, c'est les comités communaux des feux de forêt. Ça existe surtout dans le sud, mais ça pourrait peut-être être généralisé. Et ça repère notamment les incendiaires. Vous avez souvent des tours, vous parliez du Var. Absolument. Les gens font des guets, absolument. Font des guets. Oui. Ça peut être c'est tout feu de forêt. Là, sur les massifs forestiers, vous avez ces tours en haut des collines qui vont voir la totalité. Mais là, on a besoin aussi de sensibiliser. Alors, effectivement, le feu de Fontainebleau a eu ça d'intéressant parce qu'il est venu aux abords de la capitale et peut sensibiliser finalement une autre population que les populations déjà sensibilisées du pourtour méditerranéen. Je voudrais qu'on retrouve Patrick Chavada de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup. Un coup de chapeau, et que ce soit le maire d'Arès tout à l'heure ou le maire de Lèche-Cap-Ferret a salué le travail de vos collègues, la ténacité, la fatigue également. Je voudrais qu'on parle un peu de polémique. Quand vous avez un président de la République, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui disent qu'il n'y a pas de polémique, qu'il n'y a pas de problème de moyens, vous réagissez comment quand on voit ces images, quand on voit ces hommes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis 24 heures, qui vont certainement encore passer la nuit à combattre ces incendies? Alors, il faut savoir que les moyens d'un département sont en réalité élaborés par ce qu'on appelle un SDACR, un schéma départemental de couverture et d'analyse des risques. En gros, c'est une cartographie du département avec les risques qui existent sur le département. Et derrière, une fois qu'on a identifié ces risques, on va mettre des moyens et des véhicules pour ce qu'on appelle l'occurrence du risque. C'est-à-dire, est-ce que c'est un risque qui va arriver souvent, pas souvent, très peu, et on va conditionner les moyens des différentes casernes de sapeurs-pompiers en fonction de ce SDACR. Chaque département a un SDACR qui est particulier parce que d'un département à l'autre, les risques peuvent être différents. On a des départements qui sont majoritairement à risque feu de forêt, des départements qui ont plus de risques industriels. Et donc, on est des services départementaux d'incendie et de secours, c'est-à-dire que ce sont les collectivités territoriales, ce sont les départements et les communes qui abondent le budget du SDIS avec des aides de l'État, bien évidemment. Et donc, j'ai tendance à dire qu'actuellement, on a une couverture des départements qui est en cohérence avec les SDACR. Alors après, bien évidemment, si on a des événements catastrophiques, alors effectivement, les moyens peuvent arriver à manquer, mais on a des mécanismes de basculement d'un département ou d'une zone à une autre pour s'épauler. Après, effectivement, je vous rejoins sur des situations comme à l'heure actuelle. Il est évident que on aurait un petit peu plus de moyens, ça nous donnerait de la souplesse, mais je suis pas persuadé que ça réglerait le problème de ces méga-feux. Donc c'est important d'avoir ces mécanismes d'aide interzonaux, interdépartementaux, mais pour l'instant, ce qui est plus préoccupant pour nous, c'est la ressource humaine, parce que la ressource humaine, elle se fatigue, et donc il va falloir trouver des mécanismes dans les années à venir pour que nos effectifs de pompiers professionnels soient cohérents avec les risques du département et que les pompiers volontaires et les départements puissent embaucher encore plus de pompiers volontaires et notamment on connaît de la disponibilité à leur donner, un petit peu comme les policiers et les gendarmes quand ils font un petit peu des gardes dans ces unités-là, on est obligé de les laisser partir pour faire ces missions-là, alors que le pompier volontaire, l'employeur n'est pas obligé.
Oui, alors il faut aussi rajouter, je vais laisser Guillaume Roquette vous poser une question, il faut aussi dire que les cartes ont été totalement rebattues, on en parle. C'est que le changement climatique, ces épisodes de plus en plus fréquents que l'on vit aujourd'hui, que ce soit à Fontainebleau, dans la forêt de Brocéliande, dans le Var, ou là aujourd'hui au Cap Ferret, eh bien il y a des incendies de partout et que ça va pas s'arranger. Guillaume. Oui, j'avais une question à poser aux représentants des pompiers. On disait l'essentiel des effectifs, ce sont des pompiers volontaires. Est-ce que les entreprises, les employeurs des pompiers volontaires se montrent coopératifs? Est-ce que c'est facile de les mobiliser quand il y a un feu, ou bien est-ce que c'est des procédures compliquées? Alors c'est assez coopératif, on a des conventions avec des entreprises, des grosses entreprises françaises également, et donc on arrive à avoir une disponibilité, mais bien évidemment, après il y a dans la balance, il y a l'activité est-ce que l'activité de l'entreprise va baisser par rapport à la libération de sapeurs-pompiers volontaires, et il y a tout un équilibre à trouver entre les obligations de l'entreprise de travailler et de produire, et de laisser des employés qui vont partir. Si vous avez un seul pompier volontaire dans une entreprise qui va quitter son poste de travail, ça peut être gérable pour une entreprise, mais si vous avez 5, 6, 10 qui quittent l'entreprise, là ça devient problématique, mais en règle générale, nos employeurs sont assez conciliants avec nos pompiers volontaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une réaction toujours sur ces images, et dans un instant, restez bien avec nous, on va retrouver nos envoyés spéciaux, Chloé Barbeau et Mélie Barnier. Ces images, on les doit bien évidemment. Le Porge, c'est l'une des portes d'entrée également vers ce Cap Ferret. On était avec le maire dans un instant de Lège Cap Ferret, qui a parlé de situations difficiles, critiques, de cette météo, de ces vents. Tiens, juste une petite chose, je vous ai vu tiquer tout à l'heure, il a parlé des vents, en fait il a dit, on pensait que le vent allait faiblir. Pas du tout. C'est un vent qui vient de mer, c'est un vent qui ne faiblit pas, et c'est un vent qui va rendre le travail difficile, encore plus difficile pour les sapeurs-pompiers. Oui, absolument. Je me suis entretenue il y a quelques instants avec Météo France, qui m'a fait part donc de la situation actuelle. En ce moment, il y a une lutte entre la brise marine d'un côté et le vent de secteur nord-est de l'autre. Donc, ce qui rend cet incendie encore plus imprévisible. Donc ça, c'est le premier point. Plus tard dans la soirée, le vent, certes, va faiblir, mais il restera aux alentours des 20-30 km/h, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis, demain matin, rebelote. C'est à nouveau le vent du secteur nord-est qui va prendre le pas, avec à nouveau donc des rafales jusqu'à 40 km/h. Donc, ça va rendre la tâche encore plus difficile. Surtout que demain, on attend un pic de chaleur dans le sud-ouest. On peut à nouveau... Dans la région ? Dans la région, on peut atteindre les 37-38 degrés. Donc là, on va vraiment être dans des conditions encore plus défavorables qu'aujourd'hui. Et puis, on parlait de ces fameux orages il y a encore quelques heures. Donc là, à nouveau, je me suis renseignée. Donc, ces orages, en tout cas dans le secteur de la Gironde, ce sont des orages plutôt secs qui sont attendus. Donc on attend pas de pluie. Très peu de pluie, mais des éclairs. Et vous savez bien ce que ça fait, un éclair. Et ben ça peut causer des risques de départ de feu ou de reprise de feu, absolument. Merci beaucoup. On va retrouver Chloé Barbeau et Mélie Barnier, à qui nous devons ces images. Bonjour, merci à tous les deux. Bonjour Chloé. On ne s'est pas eu dans la journée. Visiblement, le maire tout à l'heure de Lège Cap Ferret indiquait que la situation était compliquée. Il disait, pour le moment, il n'y a pas eu d'évacuation, mais la situation reste très critique. On le voit avec vous, on le voit avec ces images de Mélie Barnier. Il y a des flammes, elles s'approchent de plus en plus, et notamment d'une zone habitée. Effectivement, le feu est bien arrivé ici à Lège Cap Ferret. Il y a encore quelques heures, on nous disait que le feu était à 200-300 mètres des habitations, mais ce n'est plus le cas. Regardez sur les images de Mélie Barnier. La force du vent fait venir les flammes et fait venir cette fumée vers le centre de la commune. Et on a vu il y a quelques minutes des colonnes de pompiers partir dans la direction de la zone qui est actuellement à l'image. Il y a beaucoup de personnes mobilisées, 700 pompiers et d'importants moyens aériens, des Dash, des Canadair, des hélicoptères bombardiers d'eau, parce qu'il ne faut pas que le vent amène le feu vers la presqu'île du Cap Ferret, et ce pour deux raisons. D'abord parce que c'est une zone hautement inflammable avec énormément de pins. C'est une monoculture ici sur la presqu'île et le pin est hautement inflammable. Deuxième raison, le tourisme. En plein mois de juillet, il y a beaucoup de personnes sur la presqu'île du Cap Ferret. Selon la préfecture, il y aurait 35 000
000 personnes qu'il faudrait éventuellement évacuer par voie maritime. C'est pourquoi les pompiers sont extrêmement mobilisés. Merci beaucoup Chloé, merci Amélie Bernier. On était tout à l'heure avec Olivier Laban, le président du comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine. Il vous expliquait qu'il y a tout un plan qui est mis en place avec les navettes, bien évidemment, avec les professionnels pour pouvoir évacuer les habitants du Cap Ferret. Si jamais cet incendie venait à gagner, il y a une route départementale pour permettre l'évacuation de cette région, de ce coin du bassin, et ça semble très compliqué. On le voit, on a du mal à maîtriser. Depuis tout à l'heure, on voit des pompiers au sol, on voit quelques appareils qui retardent les incendies avec du produit, on ne voit pas de Canadair. Ils sont là, ils sont pas là. Est-ce que les zones d'habitation, regardez ces images, gênent le travail des Canadair? Est-ce que l'urbanisation, on parlait de notre place dans la nature, est-ce que parfois ce n'est pas un frein pour le travail des pompiers? Alors, le frein au travail des pompiers et des Canadair, c'est souvent les lignes haute tension. Puisque quand un feu se trouve sous une ligne haute tension, on doit attendre que la ligne soit coupée pour pouvoir faire le largage et pour pouvoir aussi engager des hommes au sol. Donc ça, c'est un frein. Après là, les Canadair, ils sont aujourd'hui certainement engagés ailleurs. On voit qu'il y a 2 avions type Beechcraft. On a vu que dans le Var, ils sont à l'œuvre. On a vu des avions Beechcraft sur les images, sur vos images tout à l'heure. Quelques hélicoptères. On a vu quelques hélicoptères et un Dash qui tournait. C'est peu. Par rapport à l'incendie ou au risque d'incendie. Le bassin n'est pas loin, on peut écoper. Il y a une raison particulière. Qui décide d'ailleurs de mettre des Canadair ou pas? Alors le commandant des opérations de secours qui est là au Cap Ferret, lui demande les moyens et après donc à Nîmes il voit si les moyens sont disponibles et il leur donne les moyens à disposition qu'ils peuvent envoyer. Qu'est-ce qui sera le plus compliqué, le plus difficile pour ces sapeurs-pompiers que nous voyons? Il va bientôt être 18h. Heureusement, on est en été. Les journées, les journées sont longues. Mais il y a la nuit. Visiblement, le maire de Lège-Cap-Ferret semblait redouter la nuit. Il redoute la nuit puisque la nuit, à 30 minutes après le coucher du soleil, on n'a plus de moyens aériens. Et qui dit plus de moyens aériens dit que des hommes au sol. Les moyens aériens, eux, sont là pour baisser l'intensité du feu et les moyens au sol pour faire l'extinction et faire du noyage jusqu'à l'extinction complète du feu. La température, je vous laisse parler, mais la température ne baissera pas cette nuit dans la région? Il peut y avoir aussi peut-être un peu de fraîcheur, ça peut aider. Une brise maritime, un peu d'humidité, là rien du tout. Alors même s'il y a une brise marine, elle ne rendra pas faveur, en tout cas à la fixation du feu, ou elle ne viendra pas en aide des sapeurs. Il faut rien attendre côté météo, je vous ai bien compris. Non, oui, c'est bien ça. Et puis surtout, ça peut même être un facteur aggravant, ces vents plus qu'autre chose. Alors même s'ils sont chargés d'humidité, ça n'aura aucun impact sur ce feu qui est vraiment d'une ampleur assez gigantesque. Réaction à ce que l'on voit, à ces images, à ce dont on parle. Peut-être même, c'est toujours impressionnant de voir ces maisons, mais je crois vous avoir entendu parler du Var comme étant votre région. Là aussi, il y a des endroits où il faudrait peut-être penser à ne plus habiter. C'est déjà le cas en fait. Il y a de nombreuses zones forestières qui sont non constructibles, non habitables, et ça est le cas depuis longtemps, enfin depuis le début, j'ai envie de dire. Maintenant, effectivement, c'est la culture du feu. C'est un petit peu comme au Japon, ils ont réussi à construire la culture du risque sismique, où toute la population, dès le plus jeune âge, a les bons réflexes, sait ce qu'il faut faire. Eh bien là, il faut qu'en France, on ait cette culture du risque, autant vis-à-vis de la canicule, des inondations, des feux de forêt. On n'est pas préparé à tout ça. Et on se retrouve toujours finalement dans l'action-réaction, pas préparé. Et donc on réagit pas bien, ou pas assez bien? Non, on réagit pas bien, on fait des erreurs, comme vous l'aviez dit, 90% des feux sont d'origine humaine, donc il y a quand même un gros travail de sensibilité à pouvoir faire. Si on peut diminuer 90% des feux de forêt, mais franchement, on signe de suite. Et ça, en fait, c'est une sensibilisation dès le début, et puis après, il va falloir effectivement travailler dans cette interface habitat-forêt, dans la déprise agricole. On parlait tout à l'heure des feux qui ont sauté des champs de vignes qui, eux, sont justement qui arrêtent. Il y a des parcelles agricoles qui arrêtent les feux aussi. Donc c'est des choses aussi à pouvoir utiliser dans le périurbain. Mais il faut, par exemple, ne pas oublier les petits ruisseaux qui sont entre les
les champs, parce que bien souvent le feu passe par ces ruisseaux qui ne sont pas entretenus. Donc c'est tout plein de petits détails qui semblent anodins, mais qui, in fine, peuvent faire la différence. Et là-dessus, on a la possibilité de changer les choses. Eh ben, voyez, comme quoi on peut faire quelque chose. Travailler à notre avenir, à notre survie, à notre sécurité. Merci beaucoup. C'était un plaisir que d'animer ce grand dossier à vos côtés. Dans un instant, c'est Quentin Bérichel qui reprend l'antenne spéciale, bien évidemment, et c'est 24 heures sur LCI.